Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Mr. Nightmare Fan Stories. Ce soir, nous allons nous aventurer là où très peu de personnes osent s'enfoncer au cœur des forêts les plus profondes. Des lieux où le silence est si pesant que le moindre craquement de branches fait battre votre cœur plus vite. Des endroits où l'on peut marcher pendant des heures sans croiser âmes qui vivent, jusqu'au moment où l'on réalise que quelqu'un ou quelque chose vous observe depuis l'ombre. Les trois histoires que vous allez entendre sont inspirées de témoignages troublants. Elles racontent des rencontres inexplicables, des disparitions inquiétantes et des événements qui ont transformé une simple randonnée en véritable cauchemar. Alors, installez-vous confortablement, éteignez les lumières si vous l'osez, et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les histoires d'horreur vraies. Voici trois histoires vraies terrifiantes au cœur des forêts profondes. Il y a quelques années, j'ai déménagé dans une petite communauté rurale. J'ai grandi dans une ville assez grande et je n'ai jamais aimé ce genre de vie. C'était bruyant et chaotique en permanence. Dès que j'ai été assez âgé et que j'ai pu me le permettre, je suis parti. La ville où j'ai emménagé est très petite. Les forêts et les montagnes qui l'entourent sont grands, magnifiques, quelle que soit la saison de l'année. J'ai presque du mal à croire que cette petite ville ne soit pas davantage un piège à touristes pendant la mousse. Été et l'automne, cette paisible petite ville n'a pas grand-chose. Quelques restaurants, quelques bars, une station-service qui fait aussi des réparations, un seul supermarché, un petit poste de police. Et c'est à peu près tout. Même le Walmart le plus proche est à environ 1 heure de route. Mon petit paradis est vraiment à isoler du monde, et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Je vis dans cette ville depuis plus de 3 ans maintenant, et à part une horrible journée, tout s'est très bien passé. Mais même les villes paisibles peuvent parfois cacher de sombres secrets. Quand je suis arrivé en ville, j'ai trouvé un emploi à temps partiel au supermarché local. J'avais auparavant dirigé l'un des Yen, supermarché de ma ville natale. J'avais donc beaucoup d'expérience. J'arrivais dès le matin pour décharger les camions et remplir les rayons du petit magasin. Le propriétaire m'a proposé un poste de responsable, mais je l'ai refusé. Je voulais seulement travailler à temps partiel, essentiellement pour avoir un peu d'argent de poche et une excuse pour sortir de chez moi. J'ai également un emploi à temps partiel en ligne. Et c'est la plus grande partie de mes revenus. Je voulais avoir autant de temps libre que je pouvais me le permettre afin de faire de la randonnée. De pêcher aussi souvent que possible. Il y a tellement de forêts dans cette région qu'il me faudrait toute une vie pour les parcourir. En tout. Bien sûr, je suis prêt à relever le défi. Alors, à chacun de mes jours de repos, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, et je choisissais un nouvel endroit où randonner. Je partais dans les bois pour toute la journée. Je n'ai pas mis longtemps à adopter ce nouveau mode de défi, presque immédiatement après mon installation. Et en ville, j'ai commencé à parcourir les sentiers et à essayer de rencontrer les habitants. Le soir, j'allais manger un morceau en ville et j'ai rapidement découvert que tout le monde dans la région était étonnamment agréable. Tout le monde, sauf une personne. Je parle d'un homme nommé Hector. Je dois préciser qu'Hector n'était ni méchant ni malpoli. Il était simplement étrange, comme s'il venait d'une autre planète. La première fois que j'ai rencontré Hector, je venais d'arriver au travail un peu après 5 heures du matin, et il s'est précipité vers la vitre de ma voiture alors que j'en sortais. Là d'où je viens, si quelqu'un fait ça, on lui donne un coup de poing avant qu'il n'ait le temps de vous frapper, mais pas ici. J'ai levé les mains en position de défense et j'ai commencé à lui crier dessus. Il m'a hurlé au visage, puis est parti en sautillant. Oui, vraiment en sautillant. Alors que je restais là complètement déconcerté, l'un de mes collègues est venu vers moi et m'a dit que son nom était Hector et qu'il était inoffensif. Apparemment, il vit dans la ville ou à proximité depuis longtemps, mais personne ne sait
exactement où il habite. Tout le monde suppose qu'il est sans abri et qu'il vit probablement sous un pont quelque part. Les gens le laissent tranquille et le laissent errer parce qu'il ne fait de mal à personne. C'était inquiétant qu'il me crie au visage, mais si tout le monde en ville disait qu'il était inoffensif, alors je me suis simplement fait à l'idée. Pendant les semaines qui ont suivi, je voyais Hector partout. Peu importe si j'allais travailler, à l'aube ou si je quittais le bar. Après 23 heures, je le voyais toujours, tout simplement, errant dans les rues. C'était un homme petit, mais qui semblait fort. Il était bâti comme un bœuf. Il ne devait pas mesurer plus de un soixantième, au maximum. Il portait toujours ce débardeur blanc taché et un pantalon bleu roi. Je ne savais pas si c'était un ginou, un pantalon de survêtement. Il avait une longue barbe grise et sale, et ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, même si le VG était chauve sur le dessus du crâne. Et, malgré son apparence étrange, la chose la plus remarquable chez Hector était sa façon de sautiller. Chaque fois qu'on le voyait se déplacer, il sautillait. Son insouciance béate était parfois presque inviolable. Un matin, alors que je conduisais pour aller travailler, j'ai vu Hector debout au coin de la rue, tourner dans la direction opposée à ma voiture. Alors que j'approchais du carrefour, l'ai vu faire signe à quelqu'un. Lorsque j'ai dépassé le carrefour, j'ai pu voir qu'il ne faisait signe à personne. Il s'est mis à parler à quelqu'un et semblait très agité, alors qu'il n'y avait personne. J'ai simplement continué à conduire en m'occupant de mes affaires. Honnêtement, ce n'est pas si étrange pour quelqu'un dans la situation d'Hector de parler. Tout seul, surtout s'il ne représente pas un danger pour lui-même ou pour les autres. Je me moquais complètement de ce qu'il faisait. Le week-end suivant, je suis allé dans les bois pendant mon jour de repos. J'ai passé quelques heures à explorer une partie de la forêt où je n'étais jamais allé. Alors que j'étais profondément enfoncé dans la forêt, j'ai cru entendre le son d'une voix résonner entre les arbres. Entendre une voix aussi profondément dans les bois est inquiétant. N'oubliez pas que ce n'était pas comme un sentier qu'on trouverait dans un parc ou quelque chose comme ça. C'était une nature totalement sauvage. Alors n'importe quelle voix pouvait vous mettre un peu mal à l'aise. Je sais que c'était risqué, mais je voulais connaître l'origine de cette voix. Au lieu de repartir dans les bois et de m'éloigner des voix, j'ai commencé à avancer vers les voix, lentement. À mesure que je me rapprochais des voix, je pouvais entendre que l'une d'elles semblait en détresse. J'ai saisi mon couteau de poche au cas où, et j'ai continué à avancer aussi silencieusement que possible. Les voix se trouvaient juste derrière l'épais groupe d'arbres qui se trouvait directement devant moi. Quand j'ai regardé derrière les arbres, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Ce n'était pas plusieurs voix, c'était Hector. Seulement Hector. Il parlait tout seul et changeait de voix. L'une des voix était furieuse, méprisante, le traitant de lâche parmi d'autres choses peu agréables. Puis, en un claquement de doigts, la voix furieuse s'est mise à pleurer. Il suppliait qu'on lui pardonne. L'une des choses les plus terrifiantes était que chaque voix semblait complètement différente. J'ai décidé de rester caché derrière l'arbre. Je n'avais aucune intention d'aller lui parler. Pendant que je me cachais derrière l'arbre, la voix furieuse est revenue. Sans même regarder, il a crié, il secoua. Cache derrière l'arbre. Cette fois tu ne peux pas le laisser s'échapper. J'arrive vu Hector, say lever et regarder, directement vers moi, à travers les arbres. Pour la première fois depuis que j'avais rencontré Hector, je pouvais voir une véritable rage dans ses yeux. J'ai reculé d'un pas derrière les arbres, en essayant de comprendre ce qui se passait. Je n'en ai pas eu le temps, car à cet instant, Hector a foncé sur moi en hurlant. Il ne sautillait plus, il sprintait et il était bien plus rapide que je ne l'aurais imaginé. J'ai continué à courir vers la direction d'où j'avais commencé la randonnée.
Pendant un moment, j'entendais Hector, juste derrière moi. Il continuait à crier que j'étais ne pas sortir vivant de la forêt. Vivant. Il riait, puis criait, toutes les quelques minutes. On aurait dit qu'il était juste derrière moi sur le point de m'attraper, mais il ne l'a jamais fait. Finalement, je n'ai plus rien entendu. J'ai enfin réussi à revenir à l'endroit où j'avais commencé, et je me suis immédiatement accroupi, en regardant tout autour de moi dans les bois. Hector était introuvable. Je suis retourné en ville, et je suis allé au poste de police locale pour tout leur raconter au sujet. Dit Hector. La shérif a failli ne pas me croire. Elle ne pouvait pas imaginer Hector agir avec autant de colère et de rage. Je lui ai indiqué approximativement la zone des bois, où je me trouvais, et elle est devenue blanche comme un fantôme. Pour commencer, elle n'arrivait pas à croire qu'Hector était là-bas. Il fallait marcher pendant plusieurs heures pour s'enfoncer aussi loin dans les bois. Mais elle m'a dit que ce n'était même pas la partie la plus troublante, tout près de la zone des bois que décrivait. Elle m'a dit qu'ils avaient retrouvé les restes de l'un des hommes de la ville plusieurs années auparavant. Elle m'a dit que cela avait été bouleversant et attristant pour toute la communauté. Ils n'ont jamais découvert qui avait fait ça. Et c'est l'une des seules taches sombres dans une ville autrement paisible. Elle a commencé à se demander si Hector y avait peu être quelque chose à voir avec cet horrible crime. Elle essayait de se rappeler exactement quand Hector avait commencé à apparaître en ville. Elle a dit que ses souvenirs étaient flous, mais qu'elle était presque certaine qu'Hector avait commencé à apparaître en ville à peu près au moment où il avait retrouvé les restes. Elle m'a demandé si je pouvais la conduire jusqu'à Poix, l'endroit exact de ce qu'elle voulait. Emmener Hector pour l'interroger. Au minimum, elle voulut savoir pourquoi il m'avait attaqué et s'il était prudent de le laisser continuer à se promener librement. Nous avons pratiquement couru jusqu'à cette zone dans les bois, mais Hector avait disparu. Notre shérif, désormais à la retraite, commençait à être submergé par l'émotion parce que cet endroit était presque exactement celui où il avait retrouvé les restes toutes ces années auparavant. Ils n'ont jamais attrapé Hector. Personne en ville ne l'a jamais revu. C'est comme s'il avait simplement disparu dans les bois, ce jour-là. Je continue de partir en randonnée chaque fois que j'en ai l'occasion. Et à chaque fois, je m'attends encore à voir Hector surgir des arbres, recommencer à me poursuivre. Je garde toujours mon couteau sur moi, juste au cas où. Parfois, même les personnes qui semblent les plus inoffensives peuvent causer le plus de dégâts. Je ne sais pas si Hector était responsable de cet horrible crime. Mais après l'avoir vu agir ainsi dans les bois, cela ne me surprendrait pas. Je me souviens avoir demandé pourquoi Hector n'avait pas été y interrogé lorsqu'ils avaient retrouvé les restes. Et personne n'a vraiment pu me donner une réponse claire. Maintenant que je vis ici depuis quelques années, je suppose que c'est parce que ces gens ne sont tout simplement pas équipés pour gérer des crimes d'une telle ampleur. Je n'en suis pas certain, mais je suppose qu'il n'y a pas eu de longue enquête. Après avoir écrit et revécu tout cela, je n'arrive toujours pas à croire que cela soit arrivé. Cela me semble encore tellement réel. Mon conseil à tous ceux qui entendent ceci est de toujours rester attentif, car on ne sait jamais quel mal peut se cacher à l'intérieur de B. Quelqu'un, même d'une personne aussi inoffensive, apparemment heureuse qu'Hector semblait l'être. J'écris cette histoire alors qu'elle est encore fraîche dans ma mémoire. Ma petite amie Katie et moi venons de rentrer de ce qui devait être une randonnée de plusieurs. Et Zour, la raison pour laquelle j'écris tout cela est que je ne suis pas exactement certain de ce qui nous est arrivé. Plus j'y pense, plus je commençais à sombrer dans un tourbillon de bugs, pensées insensées. Il y a 3 jours, nous avons commencé cette longue randonnée, prévue depuis longtemps dans les montagnes du nord de l'État, New York. Si quelqu'un connaît cette région, il sait à quel point elle est magnifique. Lorsque les gens qui ne vivent pas dans l'État de New York pensent à New York, ils ont tendance à ne penser qu'à la ville, mais il y a tellement
plus à découvrir dans cet état. Je dirais que la nature ici, dans l'état de New York, est largement sous-estimée. Notre voyage devait durer 4 jours et 3 nuits. Une occasion de nous couper du monde et d'être simplement seuls l'un avec l'autre et avec la nature. Nous adorons faire de la randonnée et être en plein air. Nous avons parcouru des forêts et des montagnes partout dans le pays, donc ce voyage n'avait rien d'inhabituel. La première journée s'est déroulée sans problème. À part quelques averses, nous n'avons rencontré aucun autre problème. Nous avons monté une tente, mangé quelque chose et nous nous sommes couchés afin de pouvoir commencer notre randonnée tôt le lendemain. Matin, pendant la nuit, je me suis réveillé et j'ai remarqué que Katie était assise. Elle semblait effrayée, ce qui ne lui ressemblait pas. Je lui ai demandé si elle allait bien et elle a d'abord eu du mal à trouver ses mots. Finalement, elle a réussi à parler. Elle m'a dit qu'elle avait entendu quelque chose dehors, près de la tente, quelque chose qui l'avait terrifiée. Au début, j'ai pensé que cela pouvait être un animal, comme un cerf, puisqu'il y en a partout ici. Mais cela n'aurait pas dû la terrifier autant qu'elle l'était. Je lui ai dit que j'allais jeter un coup d'œil, et lorsque j'ai tendu la main vers la fermeture éclair de la tente, elle a sursauté et m'a attrapé la main. Elle m'a supplié de ne pas l'ouvrir. J'avais toujours la main sur la fermeture éclair, en regardant Katie, essayant de comprendre ce qui pouvait l'avoir autant effrayée. À ce moment-là, je pensais qu'elle avait peu être fait un cauchemar et qu'elle était encore dans cet état entre le rêve et l'éveil. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, ensuite, j'ai vu Katie se figer. Cette fois, je l'ai entendue moi aussi. À l'extérieur de la tente, je jure que j'entendais quelqu'un marcher autour. Nous sommes restés assis en silence à écouter les pas qui tournaient autour de la tente. D'après le bruit des pas, ce n'était clairement pas un animal. La personne qui se trouvait dehors continuait simplement à marcher autour de la tente. Toutes les 2 ou 3 minutes, cette personne ricanait. Elle avait un rire aigu et perçant. Aucun de nous deux ne savait quoi faire. C'était peu être stupide, mais nous avons décidé que la meilleure chose à faire était simplement de rester là jusqu'à l'aube et d'espérer que la personne à l'extérieur de la tente serait partie. Je ne sais pas exactement combien de temps elle est restée à l'extérieur de la tente. Mais finalement, le bruit de ses pas a cessé. Pendant quelques heures, nous n'avons rien entendu, sauf le silence de la forêt. Habituellement, ce son est ce que nous préférons au monde, mais cette nuit-là, le silence de la forêt nous maintenait sur nos gardes. À l'aube, je suis lentement sorti de la tente. Heureusement, nous étions seuls. J'ai ressenti un soulagement pendant environ 5 secondes. Dès que je suis complètement sorti de la tente, j'ai remarqué qu'il y avait d'étranges pierres partout autour de notre petit campement. Des pierres dont je savais qu'elles n'étaient pas là la nuit précédente. Ces pierres étaient également empilées, disposées de façon étrange. Katie voulait tout ranger et rentrer chez nous, mais, idiote que je suis, je l'ai convaincue de poursuivre la randonnée prévue. Les événements de la nuit précédente étaient horribles, mais j'étais persuadé qu'il s'agissait forcément de quelqu'un qui voulait nous effrayer. Je ne trouvais aucune autre explication rationnelle. Toute la journée, Katie n'a cessé de regarder derrière, par-dessus son épaule. Elle était convaincue que nous étions ensuivis. Chaque fois que je m'arrêtais pour regarder, autour de moi, je ne voyais rien. Nous n'avons marché qu'une demi-journée. Katie n'en pouvait plus, et je ne lui en voulais pas. Nous avons installé notre campement et nous nous sommes préparés pour la soirée. Katie m'a supplié de repartir demain. Nous pourrions très probablement parcourir tout le chemin de la dernière journée et demie. Le but de ces randonnées est de les apprécier, et elle ne prenait aucun plaisir. Cette nuit-là, j'étais sûr qu'elle n'allait pas pouvoir dormir. Je me trompais. Elle devait être épuisée. Elle s'est endormie dès que sa tête a touché l'oreiller. Cela m'a pris un moment, mais j'ai finalement commencé à avoir sommeil.
Juste au moment où j'étais sur le point de m'endormir, j'ai entendu quelqu'un chuchoter. Cela m'a fait sursauter. J'ai regardé, à côté de moi dans la tente, pour voir si Katie était réveillée. Je pensais qu'elle avait être chuchoté quelque chose, mais elle dormait, toujours profondément. Puis j'ai de nouveau entendu le chuchotement. C'était une douce voix féminine. Et elle, Adid, Source Hardy. Je n'arrivais pas à croire que je venais d'entendre mon nom. Puis une autre voix de femme a dit « Oui, Hardy, s'il te plaît, Source. Nous t'attendons. » Je n'ai pas réagi. Je n'ai rien fait. À part rester complètement immobile. Katie dormait toujours, et je ne savais pas si je devais la réveiller, provoquer la panique, ou simplement ignorer cela comme la nuit précédente. Elle ne chuchotait plus, mais je pouvais les entendre courir autour de la tente. Ce n'était pas comme la nuit précédente, lorsqu'elles marchaient. Cette fois, elles étaient vraiment en train de courir. Pour aggraver les choses, pendant elles ont commencé à rire, de façon incontrôlable. Ces rires aigus étaient la pire. Et chose que j'ai jamais entendue, c'était comme si elles ricanaient. Au milieu des rires, l'une des voix est devenue beaucoup plus grave et plus forte, et elle criait « Source maintenant !» Avec les voix fortes et toute cette agitation à l'extérieur de la tente, Katie était maintenant réveillée. Elle a immédiatement paniqué et voulait savoir ce qui se passait. Je n'imagine même pas à quel point elle devait être désorientée. En se réveillant avec des cris, des rires à l'extérieur de la tente. Je n'ai même pas eu quelques secondes pour lui expliquer ce qui se passait, car ces femmes dehors ont commencé à secouer la tente, comme si elles s'appuyaient sans cesse contre ses parois. Puis elles essayaient de tirer la tente, et d'une manière ou d'une autre, elles réussissaient réellement à nous déplacer. Un peu. Pendant tout ce chaos, les femmes dehors continuaient de rire. Je dois l'admettre, je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. Cela dépassait largement tout ce que j'avais déjà vécu. J'avais peur, et je voyais que Katie était terrifiée. Puis, en un instant, nous avons entendu plusieurs bruits de pas s'éloigner en courant. J'entendais les pas courir. Plus profondément dans les bois, le silence est revenu. Pendant 30 minutes, Katie et moi nous sommes simplement regardés, l'un l'autre. Nous n'avons pas prononcé un mot, aucun d'eux. Nous ne savions ce qui venait de se passer, ni comment y faire face. Après que les 30 minutes se furent écoulées sans aucun autre bruit, j'ai décidé que j'allais ouvrir légèrement la fermeture de la tente pour simplement voir si nous étions seuls. J'ai lentement ouvert la tente pendant que Katie serrait mon bras de toutes ses forces. À environ 6 mètres de la tente se tenait une image qui restera gravée dans ma tête pour le reste de ma vie. C'était une jeune femme qui semblait avoir une vingtaine d'années. Elle me fixait droit dans les yeux en souriant, presque comme si elle attendait que je ouvre la fermeture de la tente. Elle portait une robe blanche, ce qui était fou, parce que nous étions dans les bois en pleine nuit. Elle m'a fait signe de la main. J'ai refermé la tente. Je suis resté là, sans voix. Katie a regardé par-dessus mon épaule quand j'avais ouvert la tente, et elle a vu la femme, elle aussi. Sa réaction a été la même que la mienne. Pendant tout le reste de la nuit, nous sommes restés assis et nous nous sommes serrés l'un contre l'autre. À tout moment, nous nous attendions à ce que cette femme se jette sur la tente. Pourtant rien ne s'est passé. À l'aube, j'ai lentement rouvert la tente. Une nouvelle fois, elle n'était plus là. Comme le matin précédent, il y avait des pierres éparpillées partout dans le campement, selon d'étranges formations. Il y avait aussi des bâtons attachés ensemble, qui formaient d'étranges symboles, des symboles que je ne reconnaissais pas plus que Kate. Croyez-moi, je sais à quel point cela paraît fou, et je n'arrive pas à y croire non plus. On aurait dit quelque chose sorti d'un cauchemar. Nous avons rangé nos affaires en veillant à Dunaz, laissé toutes les pierres et les branches sur place, puis nous avons fui ces bois. Nous, ils avons presque sprinté au lieu de courir. Il nous a fallu moins d'une journée pour rejoindre notre voiture.
Nous sommes retournés à notre appartement, et pratiquement en silence. Je lui ai dit que dès que je rentrais chez moi, j'écrirais cette histoire et la partagerais. Même si nous aimons les bois, je ne suis pas pressé d'y retourner, surtout pas dans ces bois-là. Je suppose que l'explication logique reste que quelqu'un se moquait simplement de nous. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un ferait autant d'efforts pour une plaisanterie. Cela semble insensé. Toutes les autres conclusions auxquelles j'arrive me font remettre en question tout ce que je sais. Tout cela semblait sinistre. Enfin, comment diable, connaissait-elle mon nom? J'espère que nous pourrons tourner la page. Cela me fait penser que être les monstres existent vraiment. J'ai pensé à raconter cette histoire plusieurs fois au fil des années. Je l'ai gardée pour moi pendant un certain temps. Je n'en parle pas beaucoup. Je suppose que la raison principale pour laquelle je n'aime pas en parler et que j'ai du mal à expliquer pleinement ce qui s'est passé. Chaque année, depuis que nous avons terminé le lycée, mes amis Theo et Carlos, ainsi que moi, passions un week-end dans les bois. C'est quelque chose que nous faisons encore aujourd'hui, même si nous sommes tous mariés maintenant. C'est une tradition que nous avons créée. Peu importe où la vie nous mène, nous retrouvons toujours au moins une fois pour passer du bon temps ensemble. Quand nous étions enfants, nous adorions explorer. Nous parcourions les bois de la ville où nous avions grandi. Une chose qui nous passionnait particulièrement était les grottes. Nous avons trouvé une grotte alors que nous marchions dans les bois quand nous avions 16 ans. En grandissant, nous nous aventurions plus loin. Dans les bois à la recherche de grottes. C'était notre truc. Au fil des années, je crois que nous n'avons trouvé que 3 ou 4 grottes. En vieillissant, nos excursions étaient davantage consacrées à notre amitié qu'à l'exploration. Nos petites expéditions étaient sans danger, et le plus grand risque auquel nous étions confrontés était simplement les animaux sauvages qui, même après toutes ces points, ne nous avaient jamais posé de problème. Un jour, alors que nous étions ensemble lors de l'une de nos excursions, nous sommes tombés sur une cabane qui se trouvait véritablement au milieu des bois. Nous nous sommes approchés de la cabane, comme tous les idiots de chaque film d'horreur mettant en scène une cabane délabrée dans les bois. Nous plaisantions même entre nous en disant que nous étions dans un cliché de film d'horreur. Nous avons regardé par les fenêtres et cet endroit était clairement abandonné. Il était presque vide à l'intérieur, à l'exception de quelques meubles qui avaient été détruits. Carlos voulait entrer dans la cabane et à l'examiner. Nous n'étions pas contre. Entrer dans la cabane peut sembler être un moment où certains diraient absolument pas, mais honnêtement, ce n'est pas si étrange. Nous avons vu des choses folles dans les bois au fil des années. Par exemple, une fois, nous avons trouvé une immense clairière dans les bois où se trouvait un étrange village de fortune. Il y avait toutes ces petites cabanes et l'endroit était rempli d'énormes tas de débris et de déchets partout. C'était effrayant au début. Nous avons découvert ensuite qu'il s'agissait autrefois des logements, des membres d'un cirque itinérant qui étaient restés dans la région pendant un certain temps, il y a bien longtemps. Donc, inutile de le préciser, il y a des choses étranges dans les bois. Une cabane clairement abandonnée, loin d'être quelque chose qui me ferait fuir. C'est surtout inattendu, plus qu'autre chose. En réalité, nous adorions trouver quelque chose d'étrange comme ça, découvrir la vérité. Surtout ce que nous trouvions était quelque chose que nous attendions tous avec impatience. En entrant dans la cabane, j'avais déjà commencé à me poser des questions. D'abord, pourquoi y avait-il une cabane aussi loin, dans les bois? Je dois préciser que c'est un peu exagéré de qualifier cet endroit de cabane. C'était comme un grand abri simplement construit avec du bois. Je trouve simplement plus facile de l'appeler une cabane. Tout le bâtiment ne formait qu'une seule pièce. Il n'y avait ni plomberie, ni électricité, ni route permettant d'y accéder ou d'en repartir. L'air semblait sec à l'intérieur
presque difficile à respirer. Carlos a commencé à fouiller parmi certains morceaux de meubles cassés pour voir si quelque chose pouvait être récupéré, mais ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas grand-chose à examiner à l'intérieur, puisque ce n'était qu'un grand carré. Pendant que nous étions là à parler, nous continuions à entendre un bruit étrange que nous ne pouvions pas identifier immédiatement, ce qui était étrange, étant donné la petite taille de la cabane. On aurait dit que quelque chose traînait dans la terre. Ce n'était pas un bruit habituel que l'on entend dans une cabane ou dans une autre maison. Le bruit venait de sous nos pieds. La cabane n'avait pas de sous-sol moins aucun que nous pouvions voir. Alors, entendre ce bruit était étrange. J'ai même collé mon oreille contre le sol afin de pouvoir écouter. Et pendant que j'étais là, il était évident qu'un bruit provenait de sous le plancher. Je me suis relevé et j'ai commencé à pousser du pied les meubles cassés à la recherche d'un loquet, d'une petite porte dans le plancher. Dans le coin tout au fond à gauche de la cabane, sous de la poussière et des débris, se trouvait une poignée rouillée au sol. Je devais l'ouvrir et voir ce qu'il y avait sous cette cabane. J'ai soulevé la trappe et l'odeur qui remontait de l'obscurité sous la cabane a failli me faire vomir. Cela me rappelait simplement de la viande pourrie. J'ai pris un bandana dans mon sac à dos et je l'ai enroulé autour de mon nez. Cela n'a pas réglé le problème, mais cela l'a rendu un peu plus supportable. Avant de descendre l'échelle, j'ai essayé de regarder autour de moi pour voir si je pouvais distinguer ce qui produisait le bruit. Il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit, mais le bruit était plus fort et je pouvais affirmer avec une certitude absolue que le bruit venait bien d'en bas. En descendant l'échelle, la première, chose que j'ai remarquée était le froid anormal qui régnait là-dessous. C'était comme cette sensation de froid que l'on ressent dans un sous-sol, mais en bien pire. J'ai utilisé ma lampe torche et j'ai regardé autour de moi. Dans la pièce sombre, le sol était recouvert de pierres et la seule autre chose que je pouvais voir étaient deux énormes poutres de soutien de chaque côté de la pièce. Carlos et Theo m'ont demandé si j'avais vu ce qui faisait ce bruit. Et avant que je leur dise « Non », j'ai obtenu une autre réponse. Boitant derrière l'une des poutres porteuses se trouvait un homme d'apparence ordinaire. Il portait un t-shirt vert avec un jean. Il était rasé de près avec des cheveux foncés plutôt en désordre. Dès qu'il a dépassé la poutre en boitant, j'ai poussé un cri. Cela m'a tellement fait sursauter que je n'ai pas pu crailler correctement. Mais l'homme ne m'a absolument pas prêté attention. Il a simplement continué à boiter du côté gauche de la pièce, vers le côté droit. Il traînait son pied droit sur le en sol. C'était le bruit que nous avions entendu. Avant de trouver la pièce sombre, l'homme ne semblait pas aller bien, même s'il n'était pas si vieux. Non seulement il boitait et traînait son pied, mais il respirait aussi bruyamment. J'ai crié à l'homme pour lui demander s'il allait bien. J'entendais Carlos me crier de me taire et de le laisser tranquille. Theo est descendu à mi-chemin de l'échelle, avoue. L'homme boitait, puis est immédiatement remonté. Je ne lui en veux pas. Après avoir crié plusieurs fois pour lui demander s'il allait bien, il n'a toujours même pas reconnu mon existence. Je me suis un peu rapproché de lui et j'ai pour remarquer qu'il marmonnait quelque chose, à voix basse. Quoi qu'il dise, ce n'était clairement pas de l'anglais, même si je ne suis pas un expert en linguistique. J'étais à quelques mètres de l'homme et il a cessé de boiter et est resté complètement immobile. Il a tourné uniquement la tête pour me regarder, puis il a tourné le reste de son corps. Après cela, il n'a plus bougé. Il ne marmonnait plus et il ne respirait plus bruyamment non plus. J'ai commencé à reculer lentement et à me diriger vers l'échelle. Pendant tout ce temps, il n'a pas bougé un muscle. J'ai saisi l'échelle et lorsque je l'ai fait, l'homme a fait un pas vers moi, un seul pas, puis il s'est de nouveau arrêté. Tout dans cette situation était terrifiant. J'ai grimpé l'échelle aussi vite que possible. J'ai dit à Carlos et Theo que nous devions et partir
Celui qui se trouvait en bas n'allait pas bien, et j'étais presque certain qu'il pouvait être dangereux. Nous avons regardé une dernière fois en bas de l'échelle, et debout au pied de l'échelle, nous fixant directement, se trouvait l'homme. Il ne bougeait pas, mais il avait une main posée sur l'échelle, comme s'il envisageait démonter. Je n'oublierai jamais ces horribles yeux sans vie qui nous fixaient directement. Nous avons tous fui la cabane. Nous avons simplement continué à courir. Je me souviens avoir pensé que cet homme peut être en difficulté et que nous venions de l'abandonner, mais cette pensée n'a pas vraiment duré longtemps. Je ne peux pas expliquer clairement pourquoi cela semblait anormal, mais c'était le cas. Nous sommes sortis des bois et avons décidé de signaler la cabane et l'homme aux autorités locales au cas où il serait dans une quelconque situation difficile. D'après ce qu'on m'a dit, ils ont bien inspecté la cabane, mais ils n'ont trouvé personne dans la pièce sombre, ni aucune preuve laissant penser que quelqu'un vivait dans cette cabane. Ils ont même consulté les avis de disparition pour vérifier si quelqu'un était potentiellement porté disparu, mais personne ne correspondait à la description de cet homme. Même la police ne pouvait pas expliquer complètement pourquoi cette cabane se trouvait aussi loin dans Promeux, les bois. Je n'ai aucune idée de ce sur quoi nous sommes tombés. Cet après-midi-là, cela ressemblait à une erreur. Peut être que nous sommes les méchants pour être entrés par effraction dans la cabane de cet homme, même si je ne pense pas que ce soit exact. Même si j'aimerais beaucoup savoir quelles étaient les véritables intentions de cet homme, je suis heureux que nous nous en soyons sortis à temps pour ne pas découvrir si elles étaient mauvaises. Mon instinct me dit que nous sommes tombés sur quelque chose de maléfique, mais ma raison me dit que cela ne peut pas être vrai. Nous nous retrouvons toujours chaque année pour faire de la randonnée, mais nous sommes encore plus prudents maintenant. Je vous promets une chose, si jamais nous tombons sur une autre cabane au milieu des bois, je courrai aussi vite que possible dans la direction opposée, afin de ne jamais revivre une expérience pareille.